un podcast Binge Audio. Avertissement. Cet épisode fait mention de violences psychologiques, physiques et incestueuses, ainsi que de troubles alimentaires. Veillez à vous retrouver dans de bonnes conditions pour l'écouter. Il est très délicat d'aborder le problème de l'inceste, mais il est de notre devoir de vous en parler car le phénomène n'est pas isolé en France. Il y aurait 6 700 000 victimes en France, c'est-à-dire un Français sur 10. La plupart de ces enfants victimes essayent de parler, mais ils font souvent face à une conspiration d'oreilles bouchées, comme le titrait un film de 1988. Dans les heures qui ont suivi le lancement de l'appel à témoignages, les lignes étaient saturées, des centaines et des centaines de personnes contactaient la Civise pour confier leurs témoignages. Je suis né à Lyon, j'ai grandi à Villeurbanne. Mes parents, du coup, sont d'origine algérienne. Voilà, ils sont venus après l'ouverture des portes de l'immigration. J'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. Ma mère, ça a été... En fait, elle m'apportait de l'amour, de la force, de la confiance. En fait, elle avait confiance en moi, mais de façon... Franchement, c'était mon ange gardien. En plus, moi, j'ai une chance énorme, c'est que ma mère, en fait, a été au foyer. C'est vraiment une mère qui a su être à l'écoute, qui a su être humaine, qui a su m'apporter de l'amour, qui a su m'éduquer pour mon épanouissement, en fait. Mon père était du coup dans sa conception, donc c'est sa conception et c'est pas la conception de tout le monde. C'est que l'homme a tous les droits sur son foyer. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi été victime de violences tant psychologiques que physiques. Où en fait il m'expliquait que très tôt en fait il voulait un fils et pas 2, donc j'étais le 2e, donc il ne voulait pas. Il a été assez franc avec moi en me disant qu'il ne voulait pas et qu'il aurait aimé que je ne sois pas là et que je sois écrasé par un taxi ou mort. Et c'est vrai qu'on en parlait avec ma mère et elle me disait écoute, ne l'écoute pas, le temps fera qu'il t'aimera, etc. Donc c'était un peu violent sur le moment. Et c'est vrai que voilà, en fait, il m'insultait souvent. Quand le soir il rentrait, il me demandait après le dîner de rentrer directement dans ma chambre parce qu'il voulait pas me voir dans le salon. Donc lui regardait la télé avec mes frères et sœurs et moi j'étais dans ma chambre. Et c'est vrai que voilà, pour un oui, pour un non, pour des bruits, voilà, il y avait pas mal d'agressions physiques. Je me souviens, un jour il m'avait jeté violemment contre le fauteuil. Et j'avais super mal au dos, on est allé voir le médecin. Et c'est vrai que le médecin a vu la situation et du coup a alerté ma mère en disant qu'il faut vraiment faire attention parce que du coup c'est dangereux et que ça peut être... En fait, ça peut coûter une vie quoi, sur du long terme. En fait, mon père, souvent, parce qu'on avait un salon marocain, s'allongeait du coup sur le côté du salon pour regarder la télé et il me demandait de venir et de me mettre du coup dos à lui. Et du coup, il passait ses mains en dessous de mon short ou de mon pantalon pour justement me toucher le pénis ou voir me masturber, quoi. Et je me doutais bien à l'époque, je m'interrogeais et je me dis, mais c'est normal ce qui se passe ou pas. En fait, j'ai pas le souvenir de la date à laquelle ça a commencé, mais j'ai le souvenir qu'à 6 ans, en tout cas, j'étais allé voir ma mère et je lui ai dit, écoute maman, il faut que je te parle, j'ai une question à te poser. Donc elle était en train de préparer le dîner. Et donc je lui ai dit qu'il faut que je lui parle. Elle me dit, écoute, je suis pressée, j'ai pas trop le temps. Et donc j'insiste. Et là, c'est là où je lui dis, écoute, voilà maman, papa me touche le pénis. Et là, donc je vois du coup qu'elle se retourne un peu... dérangée et gênée par les mots qu'elle vient d'entendre. Et en fait, elle remet du coup son voile de côté et je vois qu'il y a une larme et elle me dit non mais c'est qu'un jeu en fait. En fait, j'étais mal dans ma peau. J'étais en surpoids et je mangeais mais n'importe quoi. Enfin, franchement, c'était la période où tout passait quoi. Ça peut être chip Nutella, des mélanges, voilà. En fait, je mangeais pour manger sans pour autant aller assouvir une faim en fait. Et du coup, c'est parti à un extrême, c'est-à-dire qu'on allait voir du coup un médecin, ils ont dit voilà, que j'étais en surpoids, il fallait que je fasse hyper attention sur l'obésité. Et mais voilà, en tout cas, la nourriture, c'était vraiment pour moi une addiction de se dire, ben voilà, mange, de toute façon, ça ne peut que te faire plaisir et t'oublies d'autres choses, quoi.
Au collège, j'étais très timide. Et en fait, je parlais pas trop. J'avais du mal à me faire des amis. On m'appelait le gros sac, le gros. Et je me souviens même, il y a toujours ce genre de personnes dans les collèges. Un mec qui refait 10 fois la même. 10 fois. Voilà, qui redouble plusieurs fois, plusieurs niveaux. Il est toujours là dans le collège. Voilà, il fait son dur. Voilà. Et du coup, il se mettait à côté de moi. Et en fait, il prenait un compas. Et je me souviens, une fois, il me l'a enfoncé dans le ventre. En me disant, ouais, je vais te dégonfler. Ou voilà, mais des choses horribles, en fait. Mais horribles. Je rentrais chez moi, j'étais en insécurité physiquement et sexuellement et mentalement. Et sauf qu'en fait, en arrivant au collège, du coup, on arrive là-bas. J'ai été harcelé parce que j'étais obèse. Et en fait, c'était un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, comme j'expliquais, j'étais en insécurité. J'allais là-bas, je me faisais harceler. Et en fait, il n'y avait pas d'entre-deux. Donc, du coup, effectivement, voilà, je me dis, mais il faut en finir, quoi. J'étais là, mais en fait, quel est le but d'être sur Terre, en fait? Est-ce que tout ça ne peut pas s'arrêter si je mets fin à ma vie, en fait? Donc, du coup, je me faisais des scénarios en me disant, tiens, mais comment tu pourrais te tuer? Et même, je me souviens une fois, j'avais une violente dispute avec mon père, et il était sorti avec toute ma famille pour aller se promener, et moi, je suis resté seul à l'appartement. Et du coup, j'étais dans la cuisine, j'ai pris un couteau et je voulais y mettre fin, mais après, j'ai déposé le couteau. Et quand ma mère, elle est venue, j'en ai parlé en lui disant... je lui disais, j'ai voulu me tuer, etc. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas une solution parce que moi, je t'aime et je t'ai voulu. Il y a un mal-être qui me ronge et je sais pas si en fait, ce mal-être m'emportera avec ou si je resterai en vie, en fait. Mais c'est vrai que d'avoir dans sa vie un peu d'inceste, un peu d'harcèlement, un peu de violence psychologique, physique, et en fait, on se sent pas mal exposé à la souffrance. Alors au début, je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est vrai que de trop manger, en fait, ça me faisait vomir. J'étais là, mais en fait, j'ai plus faim et ça m'écœure ce que j'ai mis dans mon corps, quoi. Donc du coup, j'allais dans les toilettes et je mettais mes deux doigts dans la bouche. Ça a commencé fin collège, début lycée, et c'était régulièrement. Quand je repense en fait à l'inceste et à ce que j'ai vécu, et en fait, c'est comme si j'avais quelque chose en moi qui était indigeste et que je n'aimais pas. Et donc, du coup, il fallait le recracher. Et donc, du coup, c'est comme si mes pensées étaient la nourriture qu'il fallait que je recrache. Et donc, je vomissais. Malgré le contexte, j'espère à tout le monde d'avoir une mère aussi aimante, présente. En fait, comme elle a été copée socialement, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et donc, c'est vrai que, en fait, j'étais son meilleur ami. Donc, en fait, elle me confiait tout. Mais vraiment tout, quoi. Et moi aussi. Et mine, ça m'a fait grandir plus vite que d'autres. Parce que, du coup, malheureusement, quand on vous explique certaines situations, en fait, vous faites un bond en maturité en se disant, ah ouais, quoi, ça peut être compliqué une vie de couple. Mais en tout cas, en fait, elle m'aimait d'un amour inconditionnel et franchement, elle m'a apporté tellement. À l'âge de 13 ans, mon père arrête de m'agresser sexuellement. Je commençais aussi à être grande gueule, avec mon père. Comme il avait plus la main sur moi et qu'il pouvait plus me façonner, on va dire, à l'image qu'il souhaitait que j'ai, et clairement, en fait, je pense que ça l'a repoussé. En fait, je comprenais pas la situation. Je me dis, mais c'est bizarre, il m'a pas touché depuis X jours. En fait, je comptais, je me dis, mais c'est bizarre. Et après, passé quelques mois, j'ai compris que ça ne reviendra plus. Au lycée, il y a le bac, donc je me suis dit, donc déjà, je suis en train d'étudier. Donc j'ai pas besoin en plus de rentrer chez moi et qui est en fait du mélodrame, quoi. Franchement, je m'enfermais beaucoup dans ma chambre. Une fois que je dînais ou des fois je dînais pas, en fait j'allais dans ma chambre et je m'enfermais. Du coup je bossais mes cours, je lisais, de lire des livres que j'avais choisis, et en fait c'est comme si je voyageais, j'étais ailleurs. Du coup j'ai obtenu mon baccalauréat général économique et social, et ensuite j'ai intégré la fac en licence droit privé. Je prenais le temps avec mes amis de la fac d'aller boire des cafés. Donc c'est cool parce que je bossais mes cours, je me suis fait un groupe d'amis, on parlait souvent, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré la fac, j'ai rencontré des gens d'un milieu différent, mais vraiment j'étais là, ça existe tout ça. Ou par exemple, j'avais un groupe d'amis qui était d'un milieu assez aisé, donc leur problème était je critique pas parce que chacun sa vie, ses choix, on peut pas comparer. Mais c'est vrai qu'ils avaient des problèmes qui étaient dérisoires, quoi. Quand je les entendais parler,
Ils me font tellement penser à autre chose, à me raconter leurs histoires. Ouais, ça me faisait beaucoup de bien, parce qu'en fait, ça me faisait de la légèreté. Je sortais de mon monde, je côtoyais un autre monde, j'étais là, mais bon, ça existe. Un soir, il neigeait. C'était en janvier 2010. Et du coup, en rentrant chez moi avec mes baskets enneigées, et bah forcément, la neige dans l'appartement, ça fond, quoi. Donc, il y avait une petite flaque d'eau. Et mon père, en fait, au lieu du coup de me dire nettoie la flaque d'eau, il a jeté mes Converse par la fenêtre. Donc, dehors, en fait. Donc, je lui ai dit va les chercher. Il m'a dit non. Donc, j'ai pris ses baskets et j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit toi aussi, tes baskets dehors. Il m'a sauté dessus, il m'a étranglé. Et en fait, je l'ai repoussé. Et en fait, en le repoussant, du coup, je lui ai dit tu te calmes. Donc, il m'a étranglé plus fort. Et j'ai mis mon pied derrière son pied pour le faire tomber. Et je lui ai dit en tout cas, donc du coup, il est tombé par terre. Mes sœurs sont venues avec ma mère et mon frère pour nous du coup séparer. Et là, il m'a dit du coup, tu prends la porte. Et voilà, et du coup, depuis ce moment-là, en fait, j'ai appelé un ex pour vivre chez lui. Et je dis voilà, je suis grave en galère. Et du coup, j'ai vécu chez lui le temps derrière de finir mon semestre, donc juste un semestre. En fait, je me sentais psychologiquement faible, fragile, instable aussi. Et franchement, j'étais à la mais je pense que j'étais tellement faible que j'aurais pu me tuer, quoi. Vraiment, j'étais tellement faible. En fait, je me suis dit, mais t'as pas de famille. Mais vraiment, mais mentalement, j'étais dans un état d'une errance psychologique. Oh, mon Dieu, quoi. Franchement, j'allais à la fac. J'allais faire du travail, je rentrais chez moi et j'essayais de penser à rien parce que la moindre pensée, elle était négative. Et c'était vraiment ouais, genre un suicide psychologique, quoi. De se dire, tu penses pas trop parce que ça va être compliqué, quoi. Du coup, j'ai coupé contact avec ma mère et du coup, ma famille aussi. En fait, je lui en voulais parce que je me suis dit, elle... Du coup, globalement, elle reste avec son mari chez elle, alors que moi, j'étais mis à la rue, en fait. Et en fait, elle a rien fait pour s'opposer, ou bien pour venir m'aider, en fait. À quel moment donné, en fait, elle mérite que je lui parle, en fait, à cette femme-là, en fait. Même si elle m'a donné la vie. Ah, c'était très compliqué. Franchement, c'était très compliqué. Et ça me détruisait, en fait. Parce qu'on se prive d'un pilier. Tu comptes que sur toi. Et voilà, j'en suis arrivé à un point où je faisais confiance en personne, en fait. C'est-à-dire que je fermais les volets, j'avais peur que mon père passe. Et en fait, je m'étais dit, il était tellement dangereux que j'avais peur pour moi, en fait. C'est que je psychotais à me rendre psychologiquement instable, en fait. Mais vraiment, je dormais pas sur mes deux oreilles, toujours sur le qui-vive. Qu'est-ce qui se passe, c'est qui, là. Donc, c'était complexe, cette période. Mais hors de question d'aller voir un psy dans ma culture familiale. Aller voir un psy, c'est souvent être fou, c'est être faible. Et je voulais pas prêter le flambeau à ça, quoi. Donc, j'étais là, je suis pas faible, je suis pas fou, donc j'ai pas envie. Et mes priorités, c'était clairement mes études, faire rentrer de l'argent pour pouvoir vivre, clairement. Donc je faisais les ménages, la plonge. Tu dois assumer tes besoins, tu dois construire ta sécurité plus tard. Donc vas-y, quoi. J'écoutais quand même beaucoup de musique, donc Diams notamment. C'était des musiques qui motivaient. Et Diams, mais en fait, c'était salvateur. Parce qu'en fait, je l'écoutais et en fait, elle disait que qu'elle avait des pensées suicidaires, mais qu'elle était quand même, elle a trouvé la paix au fond d'elle-même. Et je trouvais ça tellement puissant. Après, c'était triste, hein, mais j'ai trouvé ça tellement puissant que qu'on puisse en parler. J'ai rencontré une deuxième fois l'amour, c'était en 2011, voilà. Il avait du coup 10 ans de plus que moi, et c'était quelqu'un qui avait plus de maturité que moi, qui était déjà installé et stable. Il m'apportait de l'écoute, il m'apportait de la présence, il m'apportait un soutien mais indéfectible. Ouais, il a été encore une fois un coussin, en fait. Franchement, il m'a apporté un véritable amour, en fait. Avec lui, j'ai su c'était quoi l'amour, en fait. Et en fait, une relation, quoi. Une relation stable, saine, où il n'y a pas de conflit, en fait, où il y en avait peu. C'était des paillettes, quoi. C'était pas genre le drama de mon père, quoi. Psychologiquement, ça allait mieux. En fait, il m'a appris à vivre, en fait. À apprécier la légèreté, à aller... à juste apprécier des choses simples, en fait. Juste être dans les bras de quelqu'un, à regarder une série. Voilà, il m'a clairement redonné le goût de vivre aussi. En fait, il y avait autre chose
que la tristesse, etc. Et qu'on pouvait avoir du bonheur et partager en amour en fait. Je reprends contact avec ma famille. Du coup, ça s'est fait rapidement, donc ma mère a sauté de job, bien évidemment. Et du coup, on s'est revus plus régulièrement. Psychologiquement, franchement, sincèrement, enfin, en tout cas me concernant, je sais que je vais vriller si je parle pas au moins avec ma mère. Et donc, du coup, en fait, ça m'a renoué avec un semblant de famille. Et c'est comme si ça me remettait dans la normalité d'avoir une mère, en fait, présente, avec qui je peux parler, échanger. Du coup, à l'issue de mes diplômes, j'ai évolué dans de nombreux groupes. Et je m'étais dit, enfin, en fait, le travail paye, les études payent. J'ai pu évoluer, mais rapidement. Mais vraiment rapidement. Comme je suis dans les ressources humaines, je prenais soin des salariés. Donc, c'était dans la poursuite de mes valeurs. Donc, j'ai adoré. Franchement, j'ai pris plaisir à rencontrer beaucoup de personnes, écouter leur parcours de vie, les aider à grandir professionnellement, les développer, accompagner une direction. Et en fait, je trouve ça tellement noble que la direction vienne vous demander conseil. En fait, clairement, j'étais épanoui à tous les niveaux. Et en fait, ça venait compenser plein de choses. En fait, ça venait compenser le fait que j'étais pas choisi, qu'on m'a mis à la rue. Ça venait nourrir plein de sujets en fait. J'étais en couple, stable émotionnellement, stable professionnellement, stable financièrement. Je me suis extrait de mon passé, c'est bon quoi. Voilà, j'avais mis un bon petit mouchoir là-dessus et j'ai dit c'est bon, c'est traité, t'as réussi, c'est bon. Franchement, c'était une belle période. À cette époque-là, j'étais en poste à Paris et j'ai reçu un message de ma soeur qui m'expliquait, qui m'interrogeait sur une question. Mon neveu à table avait dit que son grand-père, donc mon père, lui avait touché le zizi. Et elle s'interrogeait, elle disait est-ce que tu penses que c'est vrai, est-ce que je dois m'inquiéter, etc. Et ça m'a alerté, ça m'a du coup tout de suite transporté dans le passé. Et je l'ai appelé en lui disant écoute, je redescends demain à Lyon, on s'en parle. Et mais dans la soirée, j'ai super mal dormi, j'ai vrillé, je pleurais, j'étais franchement, je faisais peine à voir quoi. C'est comme si un vieux démon était venu frapper. C'était plus qu'une claque là. Là, je pense que c'était un coup de poing. Je sais pas, c'est un coup de poignard dans le cœur. En fait, on se dit waouh. En fait, on pense à traiter un sujet qui n'est pas traité. Et du coup, mentalement, en fait, on pensait avoir une bonne hygiène mentale, mais en fait, ce qui n'était pas le cas. Voilà. C'était juste un semblant, un faux. En fait, je me suis bien menti. Voilà. Et je m'étais dit, mais en fait, t'as rien fait si ce n'est t'élever socialement, t'as pas soigné, en fait, t'as pas traité le sujet, en fait. Et du coup, c'est là où les vomissements sont revenus, mes idées suicidaires sont revenues, mais tout quoi. Et en parallèle, je m'étais séparé de mon ex. Et du coup, on a intenté une action en justice. Donc ma soeur va porter plainte, moi je me porte partie civile. J'ai pas voulu aller au procès, parce que pour moi, c'était trop compliqué pour moi. Donc je décide d'aller aux États-Unis, très loin. Et sauf qu'en fait, comme j'étais pas là, le procès a été décalé à mon retour. Donc j'ai assisté au procès. C'était éprouvant, c'était énergivore. L'ambiance a été particulière parce que franchement, je souhaite à personne d'avoir son père dans un tribunal. J'ai été entendu, mon neveu aussi. On est passé super tard. Le verdict, il est tombé, je crois, à 21h, 22h. C'était épuisant. Il a été condamné du coup à 2 ans de sursis parce qu'il avait un cancer. Franchement, c'est comme si la boule qui était en moi, dans le ventre, là, elle est partie, quoi. Je me sentais plus léger. Ça m'a apporté vraiment une stabilité, une sérénité, quoi. Je me suis dit, mais t'as tout fait, quoi. Tout a été fait. Et mentalement, du coup, ça m'a apporté une nouvelle santé, quoi. Mentale. Et donc, du coup, c'était une fin heureuse. Voilà, la dernière image du film, c'est le procès à la condamnation. Tout ce qui était indigeste a été traité. L'inceste, tout ça en fait, ça a été traité. Après le procès, mes relations avec mon père ont évolué. Avec mon père, on a des relations cordiales, on se dit bonjour. Voilà, et c'est le minimum de respect qu'on a l'un envers l'autre. J'ai commencé à écrire. Donc mine de rien, le fait de refaire son histoire, de la réécrire, en fait, on se rend compte de certaines choses et on analyse et on se repose des questions. Pour refaire son histoire en fait. Revivre son histoire et s'analyser et grandir. Égoïstement, c'était une thérapie pour moi.
parce que du coup, j'ai pu verbaliser des pensées, mettre des mots sur des mots. Après, je pense qu'il a aussi permis, j'ose espérer humblement, à d'autres de pouvoir trouver de l'espoir. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Amni. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi.